J'étale ce que je pense, comment décrire tant de négligence? J'accuse nos dirigeants pour leur manque de compétences. La vérité nous a été cachée, tout part de Chine. Des comptes seront à rendre, maquis, le crime profite. Trop de preuves accablantes dans nos hôpitaux, pas de masques et pas de gants. Pour le manque de moyens, l'État est alerté bien avant. C'est un devoir politique de prévoir, le devoir d'agir et pas de réagir quand c'est trop tard. Ils nous confinent dans l'angoisse sans dépistage, nous soignent au Doliprane, nous disent ne venir qu'en cas de problème respiratoire. À croire qu'ils gagnent du temps, mais le taux de mortalité augmente pendant ce temps. Les hôpitaux sont vite dépassés après s'être fait matraquer. Infirmiers, médecins, la moitié tous contaminés. Envoyés sans protection à l'abattoir. Dans le pays le plus taxé au monde, c'est à leur image, c'est contradictoire. Ils balancent leur discours puis ils se défilent. Je viens balancer une bombe lyricale en plein milieu de l'épidémie. Sans message politique, sans polémique. Corona, le plus gros mensonge d'État. Je combats l'injustice, les juges corrompus, ministres, avocats, pédophiles appartenant au réseau entretenu par les élites. Regarde à quel point ils ont changé nos vies, contrôlés par la peur. L'épidémie est présente mais les médias l'amplifient. Rien que ça parle Covid, que ça parle de chiffres. Projet politique aux lois liberticides. Ils veulent nous contrôler même quand on respire. Laissez-nous libres, laissez-nous vivre et mourir. Corona par-ci et Corona par-là. Corona seconde vague, ouais le meilleur pote aux médias. Je suis pas là pour faire un tube, j'ai trop de colère. Je dénonce ce monde de fils de pute en restant solide comme le fer. Les virus circulent comme toujours, mais la mascarade continue quand on nous oblige à se couvrir la bouche. Le plan était prévu, vaccination massive, manipulée par la peur. Une fois masqué, le vaccin sera plus facile. Les moutons avanceront à la queue leu avec le masque. La peur au ventre, tête baissée, 1 mètre d'écart. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. C'est pas les décideurs. Je n'ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Ce n'est pas une pandémie mais un génocide. Pour ne pas que les vérités soient vérifiées, ils ont inventé le mot complotiste. Système corrompu et pourri jusqu'à la racine. Plus de 30 000 morts mais des milliards de bénéfices. Les psychopathes sont en haut de la pyramide, exposent leurs fantasmes aux yeux de tous à base de rituels sataniques. Confinement sans traitement comme en 1920. Croire que la médecine n'évolue pas et que la politique tue nos anciens. Rivotril dans les EHPAD, c'est l'hécatombe. Crime contre l'humanité commis aux yeux du monde. C'est tous des pourris psychopathes, pédophiles, Covid-19, un conflit d'intérêts orchestré par les lobbies. Gouvernement dictatorial, les droits de l'homme bafoués. Y a pas de démocratie quand tu perds ton œil en allant manifester. Sous les ordres du diable, ils perdent la raison. Ils gazent, ils matraquent, la police n'est plus fiable sous la pression. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Ils nous scandalisent, ils nous verbalisent, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Partout c'est la crise, interdisent la bise, pour qu'au final ils puissent faire leur bise. Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer, vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil du rasoir. Yo yo tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soit sur vous. Bienvenue à cette émission, énième émission, je crois que c'est la 79e émission et ce soir évidemment on accueille la classe. Ah c'est la classe parce que évidemment quand on parle de gens bien, quand on parle de gens qui œuvrent, eh ben forcément, quand on les reçoit, c'est énorme. Et aujourd'hui, je vous demande d'accueillir nos invités qu'on n'a jamais reçus. D'ailleurs, il s'appelle Stan Mayo et vous allez voir avec sa compagne qu'on a déjà reçue. Alors évidemment, en même temps que je te parle, il faut que je fasse aussi plein de manipulations. Tu le sais, tu me connais. Et Janet qui sera avec nous. Ils sont là. Salut les amoureux. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Janet, tu as plus le sourire que l'autre fois. Hein? Ah oui, hein, la situation a changé un petit peu. Janet, Une petite amélioration. Hein.
Eh ben, salut Stan, Ouais. enchanté. Salut Abdel, moi de même, merci de ton accueil. Ah ben écoute, merci évidemment à toi d'avoir accepté parce que sache que on avait reçu l'autre fois Jeannette plusieurs fois qui nous a évidemment raconté cette histoire incroyable, mais on n'est plus surpris, hein. Nous maintenant là, on n'est plus surpris parce que évidemment que ce soit sur sur les alertes que tu as portées, les dénonciations que tu as menées, ou que ce soit sur d'autres lanceurs d'alerte, on se rend compte que c'est incroyable. Quand tu regardes l'ASE, tu te dis non mais comment ils font ça? Quand tu regardes la pédocriminalité, bon, laisse tomber. Quand tu regardes la corruption, à quel point elle est menée. Mais alors évidemment, on n'est plus étonné. Mais par contre, là, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois dehors parce que évidemment, euh, c'était pas ta place en prison, c'est pas ta place d'être, j'allais dire, de ce côté-ci, euh, du côté de l'accusé, alors qu'au fond, on devrait te mettre une médaille parce que ben, les gens comme toi, c'est un petit peu les héros de notre temps, hein. Il n'y a plus des Superman maintenant, il y a des citoyens, et on ne sait pas pourquoi. Ils rentrent dans cette aventure de fou, ils se mettent en galère complet, ils perdent leur boulot, ils perdent des fois, enfin, ils perdent tellement et on comprend pas pourquoi. Alors avant, dans les télés, dans les Marvel, tu as toujours Superwoman, tu as toujours Superman, tu as toujours Batman. Ben, c'est toujours des hommes, tu vois, d'exception. Mais là, moi, depuis que maintenant j'ai pris un petit peu ce rôle de donner la parole, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de gens comme toi, c'était des gens lambda, dans un travail lambda, et ils font des trucs extraordinaires. Alors évidemment, merci déjà pour nous tous, pour tous les sacrifices que tu as fait. Et ma première question, c'est un petit peu ça. Alors, tu es libre depuis combien de temps? Et puis, ben, qu'est-ce que ça te fait déjà de retrouver ta compagne, la liberté, la vie? À quel état d'esprit tu es? Bien, je suis sorti le 20 mai, le vendredi 20 mai, donc ça fait une quinzaine de jours, 15 jours aujourd'hui. Bien évidemment, c'est un grand soulagement, surtout par rapport à ma compagne, Eh par oui. rapport à Jeannette. Parce qu'en fin de compte, l'incarcération, et si j'ai bien compris, tu en sais quelque chose, c'est surtout dur, la plupart du temps, pour les proches qui sont à l'extérieur. Et le lien que Jeannette et moi avons est extrêmement fort, exceptionnellement fort, et effectivement, la vraie souffrance, c'est d'être coupé l'un de l'autre. Et pour ma part, en étant emprisonné, de savoir qu'elle vit mal cette incarcération, bien que elle sache que quelque part, je dirais pas un peu. Quand c'est juste, enfin, on le Voilà, vit mieux quand même quand on sait qu'on n'a rien fait de mal, quand on sait qu'on a agi pour le bien, on le vit quand même mieux, hein. voilà. Bon, l'état d'esprit qu'on a en incarcération est certainement très différent. Je ne sais pas ce que c'est que d'être en incarcération pour avoir commis des méfaits. Je ne sais que ce qu'est l'incarcération pour avoir, au contraire, fait ce qui est juste. Mais l'état d'esprit qu'on est quand on est incarcéré pour avoir simplement fait ce qui est juste est à mon avis, comment dire, soulage beaucoup la difficulté de l'incarcération. Donc, Alors, tu le étais dans fait quelle d'être bien dans prison? ses baskets. Là, j'étais dans la prison de Moulin-Iser, puisque, D'accord. comme tu sais, j'ai été mis en accusation par le procureur Éric Neveu de QC, qui s'est auto-saisi pour me poursuivre pour avoir fait cette opération au chocolat il y a deux hivers de ça. Okay. Le crime des chocolats. Le crime des chocolats. Donc voilà, j'ai découvert la prison de Moulin-Iser, qui n'est pas pire que les autres, et quelques petites anecdotes éventuellement, si tu veux qu'on parle un peu de l'incarcération. Et ouais, quelle est ta question suivante? Mais est-ce que les gens se rappellent bien déjà le motif de l'incarcération? C'est peut-être pas clair, hein, parce que pour la majorité des gens, c'est toujours on est des activistes contre la pédocriminalité, la protection institutionnelle de la pédocriminalité, et j'ai l'impression la majorité des gens, ils n'ont pas compris cette nouvelle incarcération. Pour Ouais, quel motif ouais, là, parce j'ai qu'ils en parlent. l'impression que c'est pas clair.
Ouais, alors si je me rappelle bien de mémoire, vous avez lancé une opération évidemment chocolat, vous êtes allé voir les forces de l'ordre avec des chocolats, en ayant un échange avec eux toujours courtois et respectueux sur le fait aussi de ne pas respecter des ordres qui seraient illégaux, de ce qui est en train de se passer, etc. Et si je me rappelle bien, ça a été un motif de t'arrêter parce que c'est en gros comme si tu faisais un appel au soulèvement, un appel à la rébellion, un appel à se dresser contre l'État, Voilà. etc. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, alors, si tu veux, mon opération chocolat, je l'avais quand même assez bien calculée, dans la mesure où j'étais parfaitement conscient que ce que je faisais était à la fois choquant, spectaculaire, mais en même temps parfaitement inoffensif. Donc, je n'ai pas enfreint la loi. J'ai incité les citoyens, dans le cadre d'une politique de rapprochement entre les citoyens et leurs forces publiques. J'ai donc incité les citoyens à aller vers les gendarmes et les policiers dans la période de fête de fin d'année pour leur présenter des vœux, donc éventuellement leur apporter une boîte de chocolat, ce qui est symbolique, et en fin de compte pour les mettre un petit peu devant la réalité de leur rôle qui est contre nature dans le cadre de cette mise en scène de pandémie avec les mesures terroristes déguisées en mesures sanitaires qu'ils sont obligés de faire appliquer au peuple. Bon, l'idée était donc tout simplement de les mettre face à cette réalité, du fait qu'ils sont complices d'un crime contre l'humanité sous plusieurs déclinaisons, et que la moindre des choses est qu'ils désobéissent aux ordres émanant du gouvernement, du gang Macron en l'occurrence. Bien, alors désobéir à un ordre pour un gendarme et un policier, du moment que le gendarme ou le policier appréhende cet ordre comme étant illégal ou contraire à l'intérêt public, n'est absolument pas illégal. C'est au contraire prévu par différents textes, dont le Code de procédure pénale, mais aussi le Code de la sécurité intérieure. Et c'est tout à fait naturel que les hommes qui risquent leur vie, qui mettent leur vie au service du peuple en portant un uniforme, puissent, à un moment donné, avoir cette option de désobéir à un ordre qu'ils jugent contraire à la morale, à la probité, à l'honneur ou à l'intérêt public. Voilà. Donc, à partir du moment où les gendarmes et les policiers ont l'option légale de pouvoir désobéir à un ordre, comment peut-on incriminer un lanceur d'alerte, puisque c'est l'étiquette qu'on me donne et que je veux bien prendre, d'inciter, donc de faire savoir aux gendarmes et aux policiers qu'ils ont cette option, de le leur rappeler et de leur préciser que dans le cadre de cette affaire, eh bien, ils sont tenus de désobéir pour ne pas perdre leur honneur et pour ne pas être complices de crimes contre l'humanité. On ne pouvait pas m'incriminer. Pourtant, ça a été fait, on m'a jeté en prison froidement. Bon. Quelque part, c'est assez logique puisque, tu le sais, on est dans un monde d'inversion radicale des valeurs, d'inversion des valeurs et de la réalité. Donc, quelqu'un comme moi se retrouve cycliquement en prison. Il n'y a rien d'injuste. Ce serait injuste si nous vivions dans un monde juste. Dans le monde pourri dans lequel nous sommes pris au piège, c'est quelque chose de tout à fait normal, entre guillemets, bien que pas souhaitable du tout et pas agréable. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on prétend avoir un idéal, où on prétend mettre son existence au service de la cause commune, il faut s'affranchir de peurs de ce type, se dire que, ma foi, ça peut faire partie du parcours de vie et apprendre à appréhender ce type de situation sans y mettre une forme, et plutôt Vous avez, l'appréhender comme une épreuve ou voilà, un stage de plus à passer, en sachant, comme je tu, disais tout à l'heure, que si on y est, c'est pour la bonne cause. Voilà. tu as été seul en prison de tous les gens qui ont fait cette opération. Heureusement, oui. Enfin, il y a eu juste avant moi, tu sais, il y a eu Eric Fioril que j'avais rallié. J'avais rallié Ouais. le CNT, puisque je jugeais que son initiative était intéressante, que le CNT était un mouvement qui ralliait pas mal de braves gens, qui donc avait un mouvement qui avait, pour moi, une certaine pertinence, hein, puisqu'on a à peu près le même discours. Et
et puis une bonne plateforme, donc avec beaucoup de monde qui était susceptible d'accepter l'idée, de suivre l'idée et d'initier d'autres citoyens après à faire comme le CNT, à aller voir les gendarmes et les policiers dans leurs cellules organiques pour leur souhaiter les vœux de fin d'année. Donc Éric Furil, que j'ai rallié, ça s'est fait un peu sur un coup de tête, si tu veux. Je suis sorti le 30 novembre 2020 et 12 ou 13 jours après, Éric Furil cherchant à me contacter, j'ai finalement pris un appel et ça s'est fait très rapidement. Il m'a proposé de rentrer au CNT et j'ai accepté plus pour un objet précis que pour le CNT lui-même. Alors, entre parenthèses, je rappelle, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué, mais c'est peut-être intéressant de le rappeler. Le CNT avait prévu pour le 18 décembre 2020 un grand rassemblement sur Paris avec diverses franges des gilets jaunes, des forains, des gens assez remontés, et ça promettait d'être explosif. Je redoutais qu'il y ait des débordements, que ces débordements même puissent aller sur le début d'une guerre civile, et que surtout on finisse de pulvériser les chances que l'on a encore de pouvoir se rabibocher avec nos forces publiques. Parce que pour moi, je pense que le biais, le levier que nous avons pour régler notre problème collectif, et je continue à le penser, ce seraient les franges minoritaires, donc de gens de conscience qui sont au sein des corps constitués. Et que ce n'est certainement pas en allant leur balancer des pavés et des cocktails Molotov qu'on risque d'améliorer les choses, mais qu'au contraire, en allant vers eux, en leur démontrant qu'on n'est pas si con que ça et qu'en plus, on serait avant tout naturellement susceptible de leur porter du respect, je pense qu'on peut obtenir beaucoup. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là que j'avais rallié le CNT de façon, oui, très, très spontanée, très rapide, hein, sans vraiment avoir pu me concerter avec Jeannette à l'occasion d'un coup de fil, parce que j'avais eu l'opportunité, si tu veux, d'intervenir pour faire stopper ce grand rassemblement du 18 décembre que je voyais vraiment à ce moment-là trop dangereux et trop contre-productif. Et du reste, 2 jours après avoir rallié le CNT, Furil donc a été arrêté, pour revenir à ta première question. Donc c'est le premier dans cette affaire-là à avoir été jeté en prison. Et quelque temps après, c'était pardon, la pseudo-présidente, enfin la dame de paille là, d'Éric Furil, hein, Dame Cosme, qui était arrêtée, jetée en prison, mais je crois il y avait une histoire de détournement de fonds associatifs. Je crois que c'est un peu quelque chose de lié, mais il y aurait autre chose. Bref. Donc, a priori, il y a dû y avoir Éric Furil, sa présidente de paille, hein, Delphine Cosme, et moi, en tout et pour tout, d'emprisonner dans cette affaire-là. Puisque donc, peut-être que si tes auditeurs ne savent pas très bien que l'opération Chocolat a été portée par le CNT, et je rejoins le CNT pour éviter donc ce grand rassemblement du 18 décembre 2020, et j'ai enchaîné immédiatement sur l'option de cette opération Chocolat, parce que quand j'avais encore le mouvement du ralliement des résistants pour la révolution qui était actif, le RRR, j'avais déjà organisé 2 opérations Chocolat qui s'étaient tranquillement passées, ça n'avait pas eu beaucoup d'impact. Là, avec le CNT, ça en a eu un peu plus, et je crois que c'est ça qui a inquiété l'ennemi, en clair. Alors, ce qui m'étonne, moi, dans cette histoire, c'est pourquoi à ce point-là, c'est-à-dire, est-ce que le fait que que tu aies été un capitaine de gendarmerie, est-ce que le fait que tu non, j'étais simple gendarme. Hein. Ah, je croyais, d'accord, je croyais que tu étais capitaine. Non, tu confonds avec que tu sois gendarme. Alors qu'est-ce qui t'a attiré les foudres à ce point, j'allais dire, parce que des gens qui disent tout un tas de choses sur ce système, il y en a, même s'il n'y en a pas beaucoup, oui. Il y en a. Mais pourquoi toi, ça a été aussi violent et surtout, comment se fait qu'il ne te lâche pas à ce point? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que tu étais gendarme et que tu as trahi quelque part sous-entendu? Et ça, c'est une petite divergence que j'ai avec toi. C'est que pour moi, les forces de l'ordre sont dans un endoctrinement depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pas que les forces de l'ordre, c'est tout ce qui se tourne autour de la République, en fait. Et d'ailleurs, je vois les mêmes types psychologiques pour ceux qui travaillent pour l'État qu'en fait ceux qui allaient pour Daesh.
C'est-à-dire que quand tu parlais avec les jeunes ou quand tu parles avec certains jeunes qui disent ouais, l'État islamique, machin, etc., tu retrouves en fait la même façon, je veux dire, de ne pas voir tout ce qu'il y a autour chez les forces de l'ordre, mais pas que, chez les politiques, chez les médias, maintenant chez les docteurs. Et on l'a vu par exemple dans le mouvement des Gilets jaunes, comment des policiers pouvaient frapper par exemple des personnes âgées. C'est pas logique que des personnes frappent des policiers âgés, sauf quand ils sont évidemment dans cette forme d'endoctrinement qui fait qu'en fait ils ne voient plus ce qui pour nous est quelque chose qui est scandaleux. Donc pourquoi est-ce que toi est-ce que c'est parce que tu es un des rares, pour ne pas dire le seul que je connaisse, mais il doit peut-être y en avoir d'autres, gendarmes ou en tout cas policiers qui ait osé aller aussi loin et être aussi déterminé à dénoncer ce système, ou est-ce que, pas de chance, tu es tombé sur le procureur à la con, je ne sais pas, le collègue à la con qui t'a balancé, je ne sais pas. D'après toi? Je dirais que tu as raison sur les points que tu as évoqués, sans faire plus de commentaires concernant le troisième, où tu es parfaitement dans le vrai. Maintenant, je dirais que oui, effectivement, tu sais, entre cette sournoise imposture qui est la magistrature et moi, c'est une vieille histoire d'amour. Donc, ça fait un moment qu'ils m'ont emmené, ça fait un moment que je dis ce que j'ai à dire à leur sujet, au sujet de cette organisation criminelle. Et il est vrai que ce qui n'arrange pas les choses, c'est qu'effectivement, j'ai tenté de servir en étant sous-officier de gendarmerie, que ça s'est pas bien passé, que par idéal, j'ai de bon cœur flanqué cette carrière de sous-off en l'air, et que par la suite, les choses ne se sont pas arrangées. Bon. Donc, il y a un petit peu tout ça. Je pense aussi que je suis pas tellement maladroit, il me semble, j'espère, dans la forme. Tu sais, de toute ma vie, je n'ai jamais commis de violence. Mon personnage est assez grotesquement terroristisé. Hein. J'ai été arrêté par le GIGN dernièrement, comme tu sais. Ils ont envoyé le GIGN de Paris pour faire un assaut héroïque et faire sauter la porte une pauvre enseignante qui voulait bien me recevoir avec Jeannette. Donc ça, c'est de la mise en scène. Et cette mise en scène grotesque, ils la font parce qu'ils savent très bien, au bout du compte, que je n'ai jamais commis de violence. Donc ils ne peuvent pas me tenir sur ce registre-là. Je n'ai jamais proféré de menaces. Je n'ai même jamais été pris porteur d'une arme. Donc, en fin de compte, il ne déroule que des procès d'intention qui sont absolument ridicules et étayés par aucun fait, aucun précédent. Et donc, je crois qu'ils sont un peu contrariés par le fait que je reste dans les clous, malgré le fait qu'effectivement, je puisse avoir des initiatives qui sont choquantes, qui bousculent la quiétude de cet ordre luciférien. Mais malgré tout, j'ai même pas le moindre appel à la violence, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, rien de cet ordre-là. Donc ils sont confrontés à déjà un personnage qui est un petit peu... effectivement, il y a quelque chose d'un peu inconnu pour eux. C'est un ancien serviteur de l'État qui passe de l'autre côté, mais en même temps, sans pour autant franchir une limite que je ne... Ouais, les lignes rouges. Alors, tu as passé en tout combien de temps en prison, si tu comptes les gardes à vue, tout? Ah, les gardes à vue, non, je ne pourrais pas les compter, mais disons, j'ai fait pas loin de 3 ans d'incarcération. J'ai été incarcéré 5 fois dans ma vie. Si tu veux, je peux te les lister rapidement. Hein. La première fois, donc c'était bien après que j'ai quitté la gendarmerie, et même bien après que j'ai démissionné de l'armée et des forces spéciales, où j'étais passé par la suite. En 2001. En 2001, j'étais chef d'entreprise. J'avais monté une entreprise de protection des biens et des personnes, et spécifiquement une équipe d'intervention privée qui intervenait pour entre 120 et 130 clients, je ne me rappelle plus précisément, donc des abonnements à durée indéterminée que j'avais avec tout type de commerçants, de résidents. Donc ça allait de l'hôtel en passant par le casino de jeu, le supermarché, la bijouterie, le bar de nuit. Donc j'avais une équipe de portiers, j'avais une équipe d'agents d'intervention. J'étais d'ailleurs tout le temps sur le terrain avec eux. Et
finalement, j'en arrivais à faire le boulot des gendarmes qui, eux, ne sortaient pas de leur brigade quand ça pétait. Et crois-le si tu veux, mais au bout du compte, c'était même eux qui m'appelaient pour intervenir, nettoyer, pour qu'eux puissent après sortir et dresser leur constat. Donc, à un moment donné, ce qui s'est produit, c'est que, eh bien, ça, j'ai gêné l'État. Ah, c'était bien au-delà des gendarmes de terrain qui, eux, étaient enchantés, des citoyens qui étaient enchantés, des honnêtes gens qui étaient enchantés d'être enfin relativement bien sécurisés, avec un service qui intervenait en moins de 2 minutes, quel que soit le type de problème qui pouvait survenir 24 heures sur 24, dans une zone où il y avait une délinquance qui était très, très problématique. Et ce qui a contrarié les représentants de l'État, qui, au final, m'ont convoqué. Hein, j'ai été convoqué par une sous-préfète qui était ostensiblement à Franc-Mac, c'était le fait que je fasse de l'ombre donc à cette autorité régalienne, où il était très clair que c'était des privés qui assuraient la sécurité publique et non pas les gendarmes et les policiers. Voilà. Et ça, c'est un sujet qui est, on parle simplement de ma première incarcération, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et de plus en plus parce que les choses s'aggravent. En fait, on est pris dans une imposture sociétale où tout est organisé pour que nous vivions en chaos, en insécurité, etc. Quand j'entends parler de politique pénale qu'on ne comprend pas, enfin, quand tout est très clair pour moi dans ce monde d'inversion des valeurs, tout est organisé pour que nous soyons en insécurité. Donc forcément, si des citoyens amènent une ébauche de contre-mesures ou de solutions qui semblent fonctionner, ben, on va lui casser les reins, on va lui couper la tête. Donc c'est exactement ce qui s'est produit pour moi, en sachant qu'effectivement, là, j'étais pris dans un nid de Franc-Mac qui s'affichait ostensiblement. Et ces gens très inspirés ont inventé de A à Z l'accusation, ont mis en scène l'accusation d'organisation d'un groupe de combat, ce qui est extrêmement grave. Si tu veux, c'est un petit peu le tenant d'une accusation de mercenariat sur le sol français. Et c'est une infraction, je crois que j'ai été le premier en France à subir une telle accusation. C'est une infraction qui trouve son origine dans les chemises noires de 1936. Ah oui. C'est assez croustillant quand on sait que je descends de 2 lignées de résistants, côté paternel et côté maternel, avec du côté paternel, donc une figure illustre de la résistance. Mais bon, ces gens-là n'ont peur de rien. Et alors heureusement, là où j'ai eu de la chance dans l'affaire, c'est que j'avais une vingtaine de salariés, la majorité en CDI. Aucun d'entre eux n'a été incriminé avec moi. Je me suis retrouvé seul à la barre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que organisation d'un groupe de combat, c'est bien. C'est une infraction qui est associée à celle de participation à un groupe de combat. En clair, j'étais, et je l'explique très bien dans un livre qui va bientôt être publié, j'étais l'homme groupe de combat. C'est une situation absolument ubuesque. Voilà. C'est lié à du terrorisme, ça. Oui, mais c'est tellement, si tu veux, c'est tellement grotesque. Et abracadabrant, comment peux-tu accuser un homme d'être à lui tout seul un groupe de combat? Quand bien même, il aurait fait des exactions. Alors, ce qui est très amusant, c'est que comment s'est clôturée cette affaire, au bout de quelques années, en appel, c'est que le procureur, donc l'avocat général qui était censé m'enfoncer en appel, a reconnu que l'infraction n'était absolument pas constituée et que les infractions annexes, mises en scène, comme infraction en matière d'armement ou infraction en matière administrative ou voie de fait, aucune infraction n'était constituée, il n'y avait aucun fait répréhensible que l'on pouvait m'imputer. Bref, il n'y avait strictement rien. Bon, toujours est-il qu'en 2001, j'avais fait 2 mois de prison. Là, j'étais en détention provisoire, comme quasiment toujours. Hein, c'est la détention provisoire et si tu veux, le recours que ces gens ont pour briser quelqu'un et sans jugement. En principe, la détention provisoire est une mesure d'exception qui nécessite que les magistrats démontrent l'absolue nécessité de la juger. Alors, en l'état, quelqu'un qui n'est pas absolument fou furieux, qui ne représente pas une menace avérée pour les autres dans l'instant, il n'y a pas de raison de le mettre en détention provisoire. Et pourtant, nous vivons dans un pays qui se dit celui des droits de l'homme, où tu as 1/3 de la population carcérale qui est en détention provisoire, c'est-à-dire incarcérée sans jugement, ce qui est une violation éhontée des droits de l'homme. Bref, donc les 5 incarcérations, j'étais en détention provisoire. La première,
2 mois d'isolement, j'ai perdu une société, j'ai été ruiné immédiatement. J'ai dû me relever, je me suis relevé, j'ai remonté une autre société, j'ai continué. Bref, c'est une bataille qui a duré sur 10 ans. Et au final, j'ai perdu en cassation et j'ai été obligé de faire un repli stratégique. Parce que bon, j'étais, en fin de compte, j'ai été interdit d'exercer ma profession, qui est une profession simple. Je suis garde du corps de métier. Je ne pouvais plus travailler, même comme simple gardien de chantier. Je pouvais strictement plus rien faire. Ça, c'était assorti d'une interdiction, donc d'une privation de mes droits civiques et civils à vie. C'est quand même pas mal. Et d'une obligation de subir des soins en milieu psychiatrique. Voilà. Heureusement, j'ai échappé à tout ça. L'inscription n'est plus au casier judiciaire, assez curieusement. Et la deuxième incarcération, je crois, elle est largement plus connue que la première affaire. C'était une affaire qui m'avait appelé à Madagascar, où en fin de compte, j'ai accepté de servir la cause d'une mère désespérée pour récupérer ses 2 petites filles qui avaient été enlevées et séquestrées par l'ex-mari, qui était un mafieux notoire de l'île de Madagascar. En fait, c'est un de mes anciens clients. C'était justement patron du casino de jeu que je protégeais. J'avais fait quelques missions de protection pour lui. Et il m'avait mandaté, il m'avait expliqué que j'étais le seul de ses amis qui pouvait mener une telle opération avec suffisamment de doigté pour cette histoire de petite fille à récupérer. Et en fin de compte, bon, j'ai accepté cette mission. Moi, je suis tombé dans un piège et j'ai été arrêté après avoir récupéré les petites filles. J'ai été arrêté à mon point d'exfiltration qui était secret. J'avais toute une équipe de flics qui m'attendait. Bref, cette affaire-là, on peut la retrouver encore à l'heure actuelle dans les archives de presse de Paris Match, qui m'avait fait à l'époque 2 reportages en 2004. Le premier s'appelait assez maladroitement d'ailleurs Kidnapping au nom de l'amour, il me semble. En fait, l'amour, c'était mon commanditaire pour sa femme ou la maman pour ses enfants. Et le deuxième article de la même année, de 2004, s'appelle, il me semble, Stan Mayo, donc mon nom, échappé de l'enfer. Voilà, puisque comment s'est terminée cette affaire-là? J'étais incarcéré à Madagascar avec une promesse ferme de 15 ans de travaux forcés. J'ai fini par m'évader, en fait. Bon, j'ai fini par m'évader, je n'avais pas d'autre option parce que j'avais, là encore contre moi, toute l'intelligentsia avec même le personnel diplomatique français qui m'enfonçait, qui disait que j'étais un repris de justice, ça s'était dit à la presse, qui n'avait plus ou moins que ce qu'il méritait. Donc, avec un tel appui des autorités françaises, dont le ministre des Affaires étrangères de l'époque de Villepin, qui avait aussi menti à mon sujet en disant que tout allait bien, alors j'étais en train de crever, voyant à quel point j'étais soutenu, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'évader de la prison et de m'évader de Madagascar après 2 mois et demi de cavale sur l'île. Donc, j'avais été incarcéré 6 mois et plus 2 mois et demi de cavale sur la Grande Île. Donc, ça, c'était aussi une aventure assez rocambolesque. C'était ma 2e incarcération. La 3e incarcération, quelques années plus tard, enfin 2 ans plus tard, c'est quand je me suis retrouvé embrigadé comme enquêteur bénévole dans l'association Politique de Vie d'un certain Christian Cotten, je ne ferai pas de commentaire ici. Et donc, j'ai été nourri par le personnage et l'association, assez emballé à l'idée de pouvoir… Parfois, j'avais essayé d'œuvrer pour la cause commune et de faire ce que je pensais faire le mieux, protéger les autres. J'avais essayé dans les pouvoirs publics, dans la gendarmerie, dans les forces spéciales. J'avais été brisé. J'ai essayé dans le milieu privé. J'ai eu d'excellents résultats qui étaient même reconnus par le procureur qui m'avait fait jeter en prison en me disant « Vous savez, si je ne le fais pas, je dois vendre ma toque ». Procureur Dominique Oduro, je me rappelle même de lui. Et au final, donc j'avais été brisé aussi dans le milieu privé. Au final, je voyais l'opportunité de continuer à faire vivre mon idéal dans le milieu associatif. Je dis, banco, allons-y. Je suis parti de gaieté de cœur dans cette association. Et là, les premiers dossiers brûlants que j'ai eu à traiter, c'était des affaires de viol d'enfants dénoncées par les parents protecteurs, des affaires qui avaient été immédiatement caviardées, clôturées, avec donc toute
toute la machinerie judiciaire, ou pseudo-judiciaire, qui se met en branle pour faire taire les petits témoins et neutraliser les parents protecteurs et retourner l'institution judiciaire contre les enfants et les parents protecteurs pour protéger les pédocriminels et leurs réseaux. Voilà. Donc j'ai découvert cette réalité, le caractère formel, systémique et généralisé de cette manière de faire, de cette mafia luciférienne qu'est la magistrature dans toute la France. Donc je me suis confronté à cette réalité. J'ai eu à protéger là, sur les affaires que j'avais à traiter, en priorité le cas de protéger cet enfant de 10 ans, puisque cet enfant de 10 ans, Vincent, était encore avec sa mère, ce qui était différent des autres cas où les enfants avaient déjà été arrachés, ou par l'ASE, ou par ces organismes que tu évoquais tout à l'heure. Et donc, j'ai évidemment donné le maximum pour essayer de protéger cet enfant de 10 ans, avec sa mère et sa grand-mère d'ailleurs, et d'essayer de trouver quelques autorités judiciaires ou même politiques qui puissent restaurer ses droits. Puisque je pensais encore à l'époque, en 2006, nous sommes en 2006, entre 2006 et 2007, qu'il pouvait y avoir encore quelques lueurs d'espoir, que tout n'était pas absolument verrouillé aux mains des forces lucifériennes. Bon, je me suis trompé. Donc, à la fin de cette mésaventure, de cette petite cavale avec mes protégés, j'ai finalement été trahi par le président de cette association, Christian Cotten, avec toute la petite famille. Et j'ai atterri en prison une nouvelle fois, donc détention provisoire, comme je le disais tout à l'heure, avec l'accusation de soustraction de mineurs. Bien. Et c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai décidé que ça commençait à bien faire. Donc quand je suis sorti, là c'était assez rapide, là, du coup j'ai fait 3 semaines. 3 semaines de détention provisoire à la prison de Perpignan, 3 semaines de grève de la faim. Ma revendication, c'était que les droits de l'enfant soient restaurés. Les magistrats n'étaient pas très rassurés, donc ils m'ont finalement reçu à la cour d'appel de Montpellier, puisque j'avais fait appel de la détention provisoire, et ils m'ont posé un marché de façon assez bon enfant. Ils n'étaient pas du tout agressifs, là. Du moins, pas le président. Ils m'ont dit, écoutez, vous devez bien comprendre qu'il y a 3 points que vous devez reconnaître, que si vous ne les reconnaissez pas, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes, et si vous les reconnaissez, par contre, tout ira pour le mieux. Alors les 3 points, c'est 1, c'est très important ce que je vais dire, vous devez savoir qu'en aucun cas, un citoyen, quel qu'il soit ancien gendarme ou qu'il se prétende d'une association de lutte contre les violences judiciaires, ne peut se permettre de remettre en cause la chose jugée, de remettre en cause les décisions que prennent des magistrats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans le cadre dans lequel vous avez cru bon d'intervenir, c'est-à-dire ces allégations d'enfants qui prétendent avoir été violés, vous devez savoir, et c'est une loi, c'est une généralité reconnue, que les enfants mentent toujours. Et que nous savons bien, depuis l'affaire Doutreau, que lorsque des enfants viennent avec de telles allégations, elles sont mensongères et elles sont induites par la manipulation d'une mère hystérique qui veut nuire à son conjoint. Troisième point. Après que vous ayez reconnu donc ce deuxième point, évidemment, vous devez comprendre et reconnaître que le petit Vincent, que cet enfant Vincent, est un menteur, un affabulateur, et que vous avez commis une erreur. Voilà. Donc en clair, je devais trahir l'enfant, trahir toutes les personnes qui étaient, tous les enfants et les parents protecteurs qui étaient victimes de cette organisation criminelle luciférienne qui se fait appeler l'institution judiciaire. Et j'ai pas vu la chose comme ça, donc j'ai pensé beaucoup plus pertinent, en ayant un petit peu ras la casquette de tout ça, de prendre le maquis. Donc, quand j'ai été libéré, parce que curieusement, ils m'ont quand même libéré sans que j'ai donné une réponse claire, j'ai pris le maquis et dans un premier temps, c'était pour diffuser donc l'affaire Vincent, faire connaître aux gens, aux citoyens, ce qui se passait avec l'affaire Vincent, les autres affaires annexes. Et j'ai donc diffusé le témoignage que j'avais pris de cet enfant, qui est encore visible, ça s'appelle le témoignage de Vincent, tout simplement, avec le rapport circonstancié, chronologique que j'avais tapé, puisque c'était mon rôle dans l'association, que j'avais préparé sur cette affaire.
Donc, j'ai lâché ma première petite bombe sur Internet. C'était les débuts, les balbutiements de divers activismes avec cet outil. Et c'est vrai, c'est un peu 2006, 2007, c'est un peu les temps héroïques pour les activistes sur plein de domaines. Hein. Et de cette première alerte que j'ai lancée, elle a porté ses fruits, c'est-à-dire que assez rapidement, les gens ont réagi et ont soutenu Vincent, m'ont soutenu à travers mon combat pour cet enfant. Et quand j'ai été jugé par contumace 2 ans plus tard, en 2009, il y a eu un rassemblement de personnes qui a beaucoup bousculé la tranquillité des ignobles en robe noire, tels que je les appelle, lors de ce simulacre de procès. Alors, au bout du compte, moi, j'ai été condamné à 1 an de prison ferme pour soustraction de mineurs. Et par contre, les magistrats étaient tellement perturbés par ce soutien populaire, pour moi et surtout pour l'enfant, qu'ils ont fait un marché, ils ont passé un marché avec la mère de l'enfant. Je ne ferai pas de commentaires sur cette personne ici, c'est pas la peine. J'ai écrit un livre qui raconte tout sur cette affaire-là, qui s'appelle L'affaire Vincent au cœur du terrorisme d'État. Donc je ne vais pas revenir sur la personnalité de cette maman qui en réalité était simplement activée par sa mère à elle pour écouter l'enfant et qui ne voulait pas en réalité le protéger. Bref. Donc la magistrature a passé un marché avec cette dame et celle-ci m'a joyeusement calomnié à l'occasion et surtout accepté l'idée de récupérer la garde de l'enfant, de récupérer l'enfant, ce qui était quand même pour moi essentiel, à condition d'obtenir de lui qu'il se taise à jamais. Voilà. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui se produit dans des affaires diverses et variées. Je pense par exemple à l'affaire du gendarme Renaud, qui lui avait vu les mêmes choses que moi 3 ou 4 ans plus tard, mais moi j'étais à Kourou, lui c'était à Cayenne. Il s'était rebellé contre les exactions commises par ses collègues, exactement comme moi à Kourou. Lui avait été beaucoup plus procédurier, il n'a pas essayé de régler le problème avec ses collègues à coups de poing, il a porté plainte et donc, du coup, la riposte a été sévère pour lui. Il a été raidé de la gendarmerie et interné. Et quand, grâce à l'avocat Fortabat Tabattu, qui s'est rendu célèbre sur cette affaire-là, il a finalement pu réintégrer la gendarmerie, mais il faut quand même comprendre que la contrepartie de tout ça, puisque l'affaire avait été bien médiatisée, que Maître Fortabat Tabattu avait fait un excellent travail, bah, c'était quand même à la condition qu'il se taise à jamais. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, je reviens sur l'affaire Vincent. Elle s'est clôturée, elle s'est terminée de cette façon-là. Moi, j'étais très content parce que si j'avais finalement flanqué ma vie, ce qui restait de ma vie sociétale en l'air, c'était de bon cœur, c'était pour une très bonne cause. Et puis, très franchement, de toute façon, je commençais à en avoir ras-le-bol de faire joujou dans cette imposture sociétale. Donc, quelque part, tout allait bien. Et j'ai été très surpris de durer dans le temps. C'est-à-dire que grâce à ma merveilleuse compagne, qui ne m'a pas lâché, mais qui au contraire a mis le paquet pour me soutenir dans cette prise de décision un peu folle, hein. C'est comme ça que tout le monde l'appréhendait. Eh ben, j'ai tenu année en année, nous avons tenu ensemble, on a fini au bout d'un moment par ne plus avoir du tout d'argent. Toutes ses réserves sont passées dans les premières années de cette vie clandestine, ce qui n'est pas à mon honneur, hein, bien sûr. Et puis, au bout des années, m'apercevant que j'étais toujours libre, qu'il n'avait toujours pas mis la main dessus, bien de mon côté, je continuais. Je continuais donc cet activisme pour la cause de l'enfant avec Jeannette. Et le premier gros travail que nous avons fait ensemble, ça a été de rebondir sur la fameuse affaire des CD-ROM de Zandvoort. Voilà, ça c'était donc entre 2008 et 2009. Nous sommes allés enquêter, Jeannette et moi, en Belgique, sur les dessous de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, qui en même temps est les dessous de l'affaire du rapporteur spécial de l'ONU, Juan Miguel Petit, de 2002-2003. C'est une affaire absolument explosive. Bon, oui, Jeannette me dit que je suis un peu long, merci. Voilà, donc là. En même temps, c'est bien parce qu'on découvre justement à travers ton histoire, ce que beaucoup d'entre nous, nous ne savions pas. Et du coup, c'est bien aussi d'avoir pris le temps un peu de nous faire ce témoignage-là. Et donc, vas-y, continue. Oui, bah, merci. Alors, si je ne suis pas trop ennuyeux, si le temps imparti n'est pas
n'ai pas mangé. Donc, on a continué, si tu veux, à aller dans le sens des dénonciations. Et ce que nous avions bien mis en évidence de façon formelle, justement, avec l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, c'est l'implication généralisée des instances, donc des plus basses aux plus importantes, puisque cette affaire donc de réseau pédocriminel qui va jusqu'à la mise à mort d'enfants, la production de films sur base de viols collectifs, torture avec actes de barbarie et mise à mort, qui concernait plusieurs pays, en fin de compte, a été abordée par toutes les autorités de ces pays, ainsi que par l'ONU, alors que l'ONU qui a désavoué son rapporteur spécial, afin de caviarder l'affaire et de faire en sorte que, en fin de compte, on ne parle plus que de viols et de problèmes, de manque de moyens des magistrats, de manque de formation, etc. Bon, ils sont arrivés à tourner ça en autre boudin. Donc, voilà, donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce premier travail qu'on a réalisé, il s'appelle tout simplement « Les réseaux de l'horreur ». C'est assez simple à retenir comme titre. Alors attention, c'est long, ça dure 3h40, c'est de très mauvaise qualité. On était en cavale, donc on n'avait pas les moyens de faire du très bon boulot au niveau technique. C'est sur YouTube, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Absolument. Par contre, attachez les ceintures, c'est assez violent. C'est trash, on entre vraiment dans tout ce qu'il est interdit formellement de dénoncer. Donc, on a fait comprendre, on a démontré le fait qu'il y avait une problématique de réseau qui était protégé, avec un climat généralisé de protection institutionnelle en France. Et on s'était basé pour ça donc sur une affaire spécifique qui était celle de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, du nom de Zandvoort, qui est une ville en Hollande, et qui concerne une problématique internationale. Le second travail a consisté à démontrer que ce qui avait été dénoncé par le rapporteur spécial de l'ONU entre 2002 et 2003, qui a donc pondu un rapport explosif qui enfonce les autorités françaises, eh bien, démontrer que le climat d'imposture judiciaire et politique dénoncé était toujours d'actualité, qu'on ne pouvait pas parler d'affaires anciennes, que cette réalité insoupçonnable et odieuse persistait et s'aggravait, pour employer des termes judiciaires. Donc, nous avons décidé de faire une deuxième série d'enquêtes en France, cette fois, non pas sur un réseau, mais en recueillant différents témoignages dans le cadre d'affaires analogues à celle de l'affaire Vincent. Et avec le petit réseau, essentiellement un réseau de chrétiens, de croyants, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour les croyants, les chrétiens et les musulmans, les gens qui ont une foi, qui portent ces belles valeurs sans faire de prosélytisme et avec sincérité. Donc, c'était le petit réseau que j'avais à l'époque sur lequel je pouvais m'appuyer, qui m'a permis de prendre contact avec des parents, des mamans surtout, persécutées par la justice pour avoir tenté d'amener donc en justice les témoignages de leurs enfants sur des affaires de viol incestueux. Voilà, et là, on va arriver à la chute en 2012. C'était après avoir recueilli plusieurs témoignages, donc le cadre était bel et bien de faire un nouveau dossier d'enquête. Et à un moment donné, nous avons interviewé une dame qui s'appelle Sandrine Gachadois, qui nous a expliqué son affaire avec 3 enfants qui avaient, donc la plus grande surtout, avait témoigné avoir été violée, avoir été victime d'attouchement par sa grand-mère paternelle, ce qui était assez particulier. Et cet enfant, lorsqu'elle avait 8 ans, avait ensuite dénoncé son père. À partir du moment où sa parole avait commencé à se libérer, elle avait aussi dénoncé son père. Et donc, le fait, par exemple, qu'elle avait parlé de la grand-mère, puis après seulement du père, étaient autant d'éléments qui étaient instrumentalisés par les ignobles en robe noire pour dire que ça pouvait être que des mensonges. Donc, l'affaire de cette maman, Sandrine Gachadois, nous a vraiment convaincus. On a bien vu. Mon oncle d'attaque, je fais une petite parenthèse,
n'était pas de dénoncer des pédocriminels potentiels qui n'avaient jamais pu être dénoncés par des enquêtes judiciaires. Il était de dénoncer le fait que dans toutes ces affaires, l'institution judiciaire s'organisait avec un véritable protocole pour les caviarder. Et que, au mieux, on restait dans ces affaires-là avec un doute insupportable. Donc, mon angle d'attaque, c'était, quand j'interviewais ces personnes, de leur faire dire comment l'institution judiciaire, gendarmes, policiers, magistrats, procureurs, etc., ou divers intervenants, ça pouvait être aussi les pseudo-experts psychiatres, étaient intervenus pour traiter l'affaire. Et à chaque fois, tous les témoignages que j'avais décrivaient de véritables protocoles terroristes de notre institution judiciaire, faisant intervenir quelquefois l'institution psychiatrique comme arme suprême, portant le coup de grâce jusqu'à la camisole chimique. Un des derniers témoignages qu'on avait recueillis était celui donc de cette dame, Sandrine Gachalois, et elle nous a convaincus de tenter d'interviewer la plus grande de ses 3 enfants, sachant que les 3 enfants avaient été remis aux prédateurs présumés. Je suis obligé d'employer le terme de présumé. Comme tu as compris, il n'y a jamais eu d'enquête judiciaire. L'affaire a été clôturée à la défaveur de la maman sans aucune recherche de la manifestation de la vérité. Donc, je ne peux pas me permettre d'être dans l'accusation, je ne peux que dire présumé. Bon. Cependant, les 3 enfants risquaient probablement le pire en étant confiés à la garde donc, du père qui vivait chez ses parents, donc précisément les personnes qui avaient été accusées par la plus grande des 3 enfants. C'était très délicat pour nous de tenter de faire cette approche avec la plus grande des enfants, qui avait 12 ans, puisqu'il fallait trouver le moyen de déjouer la vigilance du père et de ses parents du père, pour tenter d'approcher cet enfant, de l'isoler, d'essayer de la faire parler, de lui demander des nouvelles. Bon. Donc, du coup, c'est Jeannette qui a opéré cette mission délicate, moi étant en retrait, en couverture et en observation, par tact, pour ne pas effaroucher cette préadolescente de 12 ans. Et malheureusement, la réaction de la fille n'a pas du tout été probante. On s'est heurté à quelque chose qu'on a assimilé plus tard comme étant plutôt de l'ordre de l'amnésie traumatique, puisqu'elle a très précisément répondu à Jeannette « Je n'ai aucun souvenir ». En disant qu'elle n'était pas intéressée pour… Je n'ai plus de souvenir. En disant qu'elle n'était pas intéressée pour répondre à son offre et parler devant une caméra, bref. Eh bien, environ 1 mois et demi plus tard, donc cette opération s'est terminée, là encore en autre boudin, hein, c'est-à-dire qu'on a tenté une interview d'une enfant potentiellement martyr, ça n'a pas marché. Donc, on est parti un peu sur notre faim. On s'est dit, bon, bah, tant pis. On va faire avec ce qu'on a comme élément, et on passe à une autre affaire. Donc, 1 mois et demi plus tard, nous sommes de l'autre côté de la France. Cette affaire-là était en Charente-Maritime. 1 mois et demi plus tard, nous sommes du côté de la frontière suisse. Et là, malheureusement, l'affaire qui m'avait appâté était un piège qui m'était tendu. Donc, quand je suis rentré avec Jeannette et 2 autres activistes dans ce petit village de 300 habitants où je pensais interviewer une ex-victime, enfin toujours victime de 19 ans, qui, d'après l'histoire, aurait tenté de s'extraire d'un réseau pédocriminel satanique de la région du Doubs, eh ben, c'était 2 patrouilles de gendarmerie qui m'attendaient. J'ai pu m'échapper de ce contrôle, je suis parti en courant, il y a eu une traque assez rocambolesque, bref, qui n'a pas porté ses fruits, puisque j'ai pu donc en échapper. Et les gendarmes ont récupéré un carnet de brouillon que j'avais laissé dans le véhicule au moment où je me suis enfui, que je portais avec moi parce que j'avais aucune raison de me dessaisir de ce carnet de brouillon, puisqu'il n'y avait aucun projet criminel, mais évidemment, il y avait des annotations inhérentes aux enquêtes que nous menions, aux personnes qu'on voulait rencontrer, aux idées de documentaires ou d'interviews qu'on avait, enfin bref, des choses tout à fait bateaux qui n'étaient pas du tout à conséquence. Eh bien, il se trouve que les gendarmes ont récupéré ce cahier de brouillon, ils ont vu qu'il y avait une affaire donc à Montendre, l'affaire dont je parlais précédemment, de Sandrine Gachalois, qui concernait un procureur, puisque son nom apparaissait dans le cahier.
ils ont dit, tiens, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, ils ont photocopié le cahier et envoyé des fax ou par email, je ne sais pas, au procureur de Saintes, qui était le dernier procureur en date, qui avait brisé Sandrine Gachadois et remis les 3 enfants à la garde des parents qui étaient accusés, des gens qui étaient accusés par les enfants. Bah, ce procureur, quand il a reçu cette information qu'il y avait un énergumène comme moi qui était en train de mener une enquête citoyenne sur ces probables ou putatives exactions, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a usé de ses pleins pouvoirs pour lancer une accusation judiciaire grotesque, mais qui peut coûter très cher, puisqu'il m'a accusé, en fin de compte, il nous a accusés, Janet et moi, d'avoir le projet de kidnapper ces 3 enfants pour les rendre à leur maman, sous couvert de cette enquête, ce dossier d'enquête d'ailleurs qu'ils n'ont absolument pas reconnu comme étant notre activité, alors que par la suite, tout a été publié sur Internet. Bref, ça ne les a pas empêchés d'aller jusqu'au bout de leur machination médiatico-judiciaire. Je dis médiatico-judiciaire parce que le procureur de Saintes avait immédiatement saisi la presse pour prétendre que nous étions un couple de dangereux personnages, ma chérie et moi, qui étions à la tête d'une organisation qui kidnappait les enfants. Voilà. Et malheureusement, c'est Janet qui est partie en prison sur ce coup-là, 3 semaines après que j'ai échappé à cette traque. Elle avait fait une conférence de presse, elle était retournée dans ce village où j'avais disparu, elle avait fait une conférence de presse qui avait eu un certain succès, et là, 3 jours après, au sortir, à la fin de cette conférence de presse, elle était arrêtée très violemment, comme une terroriste, hein, était braquée par une arme de poing, par des gendarmes civils avec des armes de poing, plaquées au sol violemment. Et donc, le circuit habituel, garde à vue, qui s'est très très mal passé, et jeté en prison, manu militari, avec l'accusation donc d'être le cœur d'une association de malfaiteurs ayant le projet de multiples enlèvements d'enfants. Là, on lui promettait 10 ans de prison, qui est évidemment la même histoire pour moi. Et on a mis 1 an pour se retrouver, ma chérie et moi. Elle a fait 3 mois et demi de prison en détention provisoire, après quoi elle a été carrément expulsée de France, obligée de vivre en Allemagne. Donc elle est retournée dans son milieu familial qu'elle avait laissé depuis des années. Et au bout d'1 an, jour pour jour, après ma disparition, je suis toujours là? Oui, Ouais. toujours là. Un an, jour pour jour, après que nous soyons séparés lors de cette tentative, lors de ce piège à m'entendre, on a fini par se retrouver et par reprendre nos activités subversives. Donc, on a rallié une association, on a cherché des appuis encore en France. On est très déçus par les milieux associatifs dans lesquels on a atterri. C'est pas la peine que je cite des noms, hein. Bon, on a un peu fait le tour et ça s'est très mal passé. Et au bout du compte, on s'est dit que le moment était peut-être venu d'aller chercher appui dans un autre pays, un pays non aligné. Alors, en parallèle de nos travaux d'enquête en France et à l'étranger, on a à l'occasion tenté de poser des jalons dans des ambassades de pays non alignés, comme la Russie ou quel était l'autre pays? La Hongrie, par exemple, et le Venezuela. Le Venezuela de l'époque de Hugo Chavez, évidemment, que nous admirions beaucoup. Et ça n'avait jamais rien donné, parce qu'il faut savoir que tous ces circuits font partie du système, hein. Les ambassades, la plupart du temps, je pense, on tombe que sur les traîtres, des gens qui veulent juste rester dans le pays où ils sont en poste. Et c'était flagrant pour le Venezuela. Donc, au bout de quelques temps encore à tourner en se disant maintenant, on a pris énormément de risques, on risque juste de se retrouver tous les deux en prison pour quelques années, sans aller plus loin pour apporter une solution aux parents protecteurs. Donc, on a décidé de tenter le tout pour rallier le Venezuela et obtenir l'asile politique. Alors, l'idée à ce moment-là, c'était de trouver un pays non aligné, en conflit diplomatique avec la France, ce qui était a priori le cas du Venezuela d'Hugo Chavez, et d'obtenir l'asile politique et de faire reconnaître la cause que nous défendions,
avec les dénonciations que nous avions sur la France, le pays des droits de l'homme, avec comme première base de travail, comme première pièce concrète, ce fameux rapport de l'ONU fait entre 2002 et 2003, donc un rapport préliminaire et un rapport définitif, par M. Juan Miguel Petit, qui était rapporteur spécial et qui était venu dénoncer les exactions de la France en cadre d'affaires pédocriminelles. Donc, on pensait qu'entre ça et puis nos propres travaux d'enquête, on avait suffisamment de matière pour intéresser la révolution bolivarienne au Venezuela. On avait misé sur Nicolás Maduro, qui était donc celui qui a succédé à Hugo Chavez après son assassinat, et on s'est trompé. En fin de compte, après une odyssée assez surréaliste de 5 mois et demi pour traverser en toute clandestinité l'Atlantique et descendre jusqu'au Venezuela, on a passé un an de galère absolue à attendre d'être reconnu comme réfugié politique au Venezuela pour finalement être livré par Nicolás Maduro lui-même à Interpol. Voilà comment s'est terminée cette histoire-là. Donc, voilà, j'ai passé 5 mois et demi après, donc là, c'est ma 4e incarcération. J'ai passé 5 mois et demi dans les geôles vénézuéliennes. Là encore, c'était une expérience très particulière, parce que j'avais notamment je crois que c'est le vice-consul de France au Venezuela, qui faisait courir le bruit que j'étais recherché par Interpol pour des faits de pédocriminalité. Ils aiment bien, hein, ils sont à fond dans l'inversion des valeurs et la perversion absolue. Donc, évidemment, on ne pouvait pas miser bien cher sur ma peau en étant incarcéré dans les prisons les plus dangereuses du monde avec une telle étiquette. Et pourtant, je m'en suis sorti. Voilà. Donc, j'ai passé 5 mois et demi de prison, assez hard, de 2 prisons différentes. La dernière, c'était donc un dépôt de l'Interpol à Caracas, où là, je pense que c'était un peu la pire des configurations que j'ai eues en termes d'incarcération. Alors, la précédente, c'est un peu ce qu'on voit dans les films d'aventure sur les prisons sud-américaines. C'est une grande bâtisse avec des grilles, les flics avec les AK-47, ils vous amènent devant, ils ouvrent, ils vous poussent dedans, ils referment, ils s'éloignent, et puis ils regardent en rigolant. Et de l'autre côté, il y a 150 gars avec la moitié qui brandit des pics, des schlags, des couteaux. Et de temps en temps, il y a un cadavre qui sort. Voilà, il ne faut pas se formaliser. Et moi, dans cette ambiance-là, immédiatement, j'ai été entraîné vers le fond de cette prison, enfin de cet infâme quartier-là. Et j'entendais, pendant qu'on m'amenait vers le fond, les gars qui pédophilo. Je dis, oh putain, ça y est. Le venin du vice-consul de France est arrivé là et ils vont me dépecer vivant. Parce que c'est comme ça qu'on traite les pédophiles dans ces pays, dans les prisons. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'au moment où ils étaient en train de faire le cercle autour de moi, celui qui devait me porter la première estocade, qui commençait sa danse rituelle face à moi, j'ai remarqué derrière lui un type qui semblait être le chef. Il arborait un gros smartphone doré, je me rappellerai toujours. Il me regardait avec les sourcils bien froncés. J'ai dit, oui, c'est clair, c'est le chef de la bande, c'est le chef des 150 criminels, là. Et je lui ai parlé, je l'ai interpellé en espagnol. Heureusement, je parle espagnol couramment. Du fait que je parle espagnol couramment, j'avais fait des émissions, j'avais fait des interviews, notamment sur des plateaux de télé au Venezuela. Et je lui ai dit succinctement, avant d'en venir au programme prévu, regarde tel lien, tu verras qui je suis et pourquoi je suis là. Le type, il a fait arrêter tout le cirque. Il a regardé, il a trouvé tout de suite le lien que je lui ai donné, qui en l'occurrence était donc la dernière interview que j'avais faite sur une chaîne de télévision vénézuélienne où je balançais assez joyeusement tout ce dont nous parlons. Et à partir de ce moment-là, les types se sont amusés à voir toutes les vidéos que j'avais faites, notamment les vidéos que j'avais faites en espagnol pour soutenir la révolution bolivarienne, et ce sont devenus mes meilleurs potes. Au point qu'ils ont fait un barrage, c'est-à-dire qu'ils ont carrément bloqué l'accès aux policiers, parce que tu sais, dans ces prisons-là, les policiers ne rentrent pas, hein, ils ne jouent pas au malin. Hein. Ils ouvrent les grilles, ils referment très vite, mais ils n'entrent jamais. Là, ils avaient interpellé le chef des ripoux, là, ils leur avaient dit, c'est pas compliqué, le gringo qui est avec nous,
il ne sort pas. Il reste avec nous. Ils étaient emmerdés. Hein. Ils étaient très emmerdés. Mais malheureusement, bon, au bout de 3 jours, il fallait débloquer la situation. J'ai dit à mes copains, écoutez, je sais comment ça va se passer. Ils vont faire un assaut. Il va y avoir la moitié au tapis. C'est pas votre guerre. Ça vaut pas le coup. Donc, merci du fond du cœur pour votre soutien. Et voilà, ne vous en mêlez pas. Donc, après, j'ai été sorti de cette prison et j'ai été amené au dépôt de l'Interpol à Caracas. Là, c'était une autre musique, parce que j'étais dans un endroit beaucoup plus petit avec beaucoup moins de monde, mais c'était une cellule, donc c'était une espèce de cage dans une pièce. Donc la moitié, il y avait la moitié en mur et l'autre moitié en barreaux, sans fenêtre, avec la lumière artificielle. Ça faisait environ, à tout casser, 15 mètres carrés. Et on s'était compté, dans les meilleurs moments, 16, et pire, 24 ou 25, dans 15 mètres carrés. Voilà. On avait une bouteille en plastique pour pisser, il n'y avait pas de WC, et pour plus ample besoin, on était descendu 2 par 2 par les flics le matin à 6 heures, et on avait 10 minutes montre en main, sous pression, pour tenter de faire ce qu'on avait à faire. Voilà. Si on avait de la chance, on était ramené le soir, s'il y avait de l'eau, c'est ça la chance, pour se vider quelques seaux d'eau sur le corps et se laver. Là, j'ai donc tenu 5 mois et demi pour être précis. J'ai commencé par un mois de grève de la faim, un mois complet de grève de la faim. Bon, j'ai fini par l'interrompre parce que de toute façon, ils m'auraient laissé crever, c'était clair. Et je n'avais pas trop envie que ma chérie me voie crever comme ça. Elle, de son côté, c'était l'enfer absolu. Elle avait fini par pouvoir me rejoindre à Caracas. Heureusement, elle n'avait pas été inquiétée par cette traque de l'Interpol. Et durant ces 5 mois et demi, imagine, hein, cette jolie jeune femme aux yeux bleus, avec son type, seule dans une des villes les plus dangereuses du monde, elle s'est battue tous les jours pour survivre, elle, et m'amener à manger 2 fois par jour, pendant 5 mois et demi, tous les jours, avec toutes les menaces qui pesaient sur elle. Parce que les simples touristes, quand ils sont dans la zone de Caracas, ils sont toujours sous escorte, on leur dit où il faut aller, où il ne faut pas aller, et la plupart du temps, déjà, Caracas, ils évitent. Voilà, pour dire un peu la trempe de ma compagne, dont on ne parle malheureusement jamais assez. Donc, je voulais quand même lui épargner cette triste fin, donc j'ai mis un terme à ma grève de la faim, et je me suis préparé pour mon enlèvement pur et simple, parce qu'il faut savoir que je n'ai pas été extradé, j'ai été enlevé par l'ambassade de France. J'avais fait un recours grâce à un avocat de la révolution bolivarienne que m'avait trouvé Janet. J'avais posé un recours contre l'ordre d'extradition qui avait été jugé. Le recours, à l'heure actuelle, est toujours en place. C'est excellent. Et l'ordre, le papier d'extradition n'a jamais été signé par un représentant du gouvernement, bien sûr, parce qu'il est illégal. Voilà. Donc, au bout de 5 mois et demi, j'ai finalement été jeté dans l'avion. Après quelques péripéties, j'ai tenté de m'évader, ça s'est mal passé. Là, du coup, j'ai raté mon évasion. Janet a couru un risque énorme pour moi, à cette occasion-là. Et moi, effectivement, j'aurais pu être tué. Bon, j'ai juste été un peu molesté. J'ai foiré mon coup, ça s'est mal passé. J'étais en trop mauvaise forme physique, en fait, au moment où j'ai tenté mon évasion. 5 mois et demi sans pouvoir marcher, ni bouger, sans voir la lumière du jour, ça m'avait beaucoup affecté. J'étais un peu l'ombre de moi-même. Puis après, donc, incarcération à Saintes, hein, dans la zone où le procureur local avait lancé son accusation grotesque. J'ai fait combien? Peut-être un peu moins de 3 mois à Saintes, et après j'ai été transféré à la prison de Poitiers-Vivonne. Voilà, jusqu'à la fin de ma détention, dont je suis sorti le 30 novembre. Voilà, ça c'était donc la 4e incarcération, toujours pour bonne conduite. Là, quand je suis sorti, j'avais 2 ans de sursis probatoire à faire. Et dès que j'ai relié Éric Fiorilli et le CNT pour lancer mon alerte et faire mon opération chocolat, juste après qu'Éric Fiorilli ait été arrêté, 2 jours plus tard, donc
à peine une quinzaine de jours après avoir été libéré de prison, bah, j'ai été informé que la DGSI me traquait. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on est traqué par les services français, ou la gendarmerie ou la police, peu importe, et qu'on a un travail en cours et qu'on n'a pas spécialement non plus envie de retourner en prison, ou on va se livrer, ou on essaie de tenir en clandestinité en disant, bon, voilà. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu en clandestinité jusqu'à ce que le GIGN finalement me localise, enfin que les autorités me localisent et que le GIGN soit mandaté pour m'arrêter. Donc le vendredi 13, c'est curieux, hein, le vendredi 13 août 2022. 21, pardon. Le 13 août 2021. Voilà. Et 5e incarcération, donc, que tu connais, que j'ai passé à la prison de Moulins-Yzeure, avec une première partie qui n'était pas très agréable, où j'étais au quartier arrivant, ce que disait Jeannette quand tu as eu la gentillesse de la recevoir. J'étais au quartier arrivant pendant 5 mois et demi. Et là, quartier arrivant amélioré, puisque mesure Covid, hein, voilà, tant qu'on y est, c'est-à-dire que j'avais une seule promenade par jour, et dans une espèce de cour qui faisait à peine 20 mètres carrés, avec des murs interminables surplombés de grilles. Je voyais à peine le ciel, quoi. Voilà, j'avais ça pendant 5 mois et demi, c'était pas très chouette. En fin de compte, le personnel pénitentiaire, enfin surtout l'encadrement, me soutenait, était très sympa avec moi, et ils ont finalement tractionné pour que je puisse aller au Respecto, donc ce que tu sais, ce que tu avais expliqué, Jeannette. Et puis là, bon, c'était le jour et la nuit, voilà. Donc en plus, j'avais d'excellents rapports, tant avec surtout l'encadrement du personnel pénitentiaire de cette prison de Moulins-Yzeure, des gens admirables, hein, que je salue d'ailleurs à l'occasion, s'ils voient cette vidéo, et en même temps, d'ailleurs, fait particulier de mes incarcérations précédentes avec les détenus. Parce que la grande majorité des détenus ont tendance à tirer leur chapeau à quelqu'un qui fout sa vie en l'air pour essayer de protéger les enfants des pires exactions qui puissent être commises sur eux. Voilà. En sachant aussi que la majorité des gens qui versent dans la violence, qui deviennent un peu délinquants ou un peu criminels, souvent, c'est qu'il y a quelque chose dans leur enfance aussi, il faut le savoir. Donc, il y a un gros potentiel, une grande partie des gens qu'on peut rencontrer en prison qui ont été victimes de ça. Mes diverses incarcérations en France, j'ai discuté avec des détenus. Certains se sont livrés et voilà, c'est au minimum battu comme plâtre toute l'enfance, ou alors effectivement violé par un tonton, violé par un bref, et puis voilà. Donc j'ai eu un soutien quasi unanime des détenus, là encore, à Moulins-Yzeure, et puis au quartier Respecto, ben, que dire. J'étais avec des gens très bien, des gens du voyage, que je salue d'ailleurs, qui verront peut-être aussi cette vidéo, qui m'ont appris à jouer à la pétanque. Puisque au quartier Respecto, en cours de promenade, on peut jouer à la pétanque, quelque chose moi, j'étais un peu scotché, tu vois. Il y avait des vraies grosses boules de pétanque. Je dis, ah, pétard, quand même. Une magnifique arme par destination, hein, pour quelqu'un qui pète un câble. Eh ben non, au quartier Respecto, au Moulins-Yzeure, on peut jouer à la pétanque. Alors moi, qui n'ai jamais joué à la pétanque de ma vie, si, non, quand j'étais ado, j'avais 12-13 ans, j'ai eu l'occasion. J'étais très maladroit d'ailleurs. Et bien là, voilà, du coup, voilà, pour conclure, cette dernière incarcération, Stan Mayo a appris à jouer à la pétanque. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui m'ont dit, mais il faudrait faire un film, en fait, de ton histoire. Il faudrait faire un documentaire, parce que c'est incroyable, quand même. Ouais, pour le moment, moi, je m'en tiens, si tu veux, à ce qui est à ma portée. Donc, j'ai écrit des livres, et puis j'en ai écrit en détention. Donc, et ça, peut-être que tu voulais aborder cette question, on l'abordera sans doute une autre fois, parce que ça fait un moment que je monopolise ton émission. Non, mais alors, sache une chose, nous, on est tout ouïe, et en plus, évidemment, ça nous fait plaisir. Pourquoi? Parce que là, tu nous racontes l'histoire telle que tu l'as vécue toi, et non plus telle que d'autres auraient pu la comprendre pour nous la raconter. C'est-à-dire que là, on est vraiment au cœur de ce qui s'est passé. Est-ce qu'à un moment donné, le fait que tu aies été gendarme a posé un problème, je veux dire, dans une de ces prisons? Ça aurait pu, hein, bien sûr. Y a des petits malins qui ont essayé de faire en sorte, surtout du côté
surveillant, mais là plutôt à Poitiers-Vivonne. À Poitiers-Vivonne, j'étais informé par des caïds qu'il y avait un surveillant, un cadre, un premier surveillant, c'est-à-dire qu'il y avait deux barrettes, qui avait posé un contrat sur ma tête. Donc, il proposait du fric pour qu'on fasse mon compte. Voilà. Et bah, il se trouve que c'est les personnes à qui il l'a proposé, parce qu'il s'est adressé effectivement aux plus gros caïds de la prison, qui sont venus m'avertir, en sachant bien évidemment, j'étais un ancien gendarme, etc. Alors, c'est effectivement, je crois que je suis un cas particulier dans ce sens. Je pense que je dois être peut-être le seul ancien gendarme à avoir que des copains en prison. Non, mais c'est vrai, hein, j'ai eu un soutien unanime. À un moment donné, au tout début, à Poitiers-Vivonne, il y a eu quelques petites frappes qui hurlaient des insanités quand j'étais en cours de promenade, qui essayaient de me cracher dessus depuis. Ben, ils ont été calmés par ceux qui me connaissaient. Et j'ai été surpris de voir que j'avais une certaine notoriété, même chez ceux qu'on qualifie de délinquants. J'ai d'ailleurs trouvé beaucoup plus de grandeur d'âme chez des gens en prison que chez des gens se prétendant au-dessus de tout soupçon et parfaitement respectables. Hein. Donc c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi. Moi, quand je suis rentré en prison, il m'appelait Nelson Mandela, là. Et en fait, très rapidement, parce que moi j'étais militant, hein, j'avais à peu près j'avais 28 ans d'engagement. Je suis rentré en tant que gilet jaune, mais alors vraiment pour rien. Moi, j'étais quelqu'un qui filmait déjà les violences policières et toutes les dérives qu'il y avait. Et quand je me fais arrêter, je filme carrément où on va voir au commissariat, on veut porter plainte contre Ferry, qui à l'époque avait dit qu'il fallait tirer sur les gilets jaunes. Et puis je rencontre le commissaire que j'ai filmé en train de frapper des jeunes, qui me provoque et qui d'un coup crie en l'air, il m'a menacé, donc en parlant de moi. Et je me suis retrouvé en prison parce que j'aurais menacé de casser la bouche à un policier. Bon, évidemment, mon avocat, personne n'y croit, ça faisait très longtemps. Moi, j'ai été déjà fiché depuis plus de 10 ans parce que je dénonçais que dans les attentats, par exemple, vous prenez Mohamed Merah, il se rend 1 an avant en Israël, il se fait arrêter avec un couteau. Il va au Pakistan, il se fait arrêter, il est relâché. Il va en Afghanistan, il se fait arrêter, il est relâché. Il va en Libye, il se fait arrêter, il est relâché. Tout ça dans le même parcours. Il arrive en France et puis il arrive à faire un attentat comme il veut. Alors évidemment, on pose la question, mais comment se fait-il? Il y a un truc qui ne va pas là. Et puis après, quand on met le 11 septembre et quand on met tout ce qui se passe, ben évidemment, on pose des questions. Et le fait de poser des questions, ils peuvent te mettre fichier juste parce que tu poses des questions. C'est-à-dire que j'ai même pas de certitude, quoi. Voilà. Mais quand je suis arrivé en prison, d'entrée, bon, évidemment, j'étais dans une ville qui était la mienne. Donc, il y avait beaucoup de gens à l'extérieur qui ont appelé leurs frères, leurs cousins, etc. Donc, mais au-delà de ça, toute la prison savait que je n'avais rien à faire dedans. C'était assez hallucinant. C'est-à-dire que toute la prison, avec les gardiens, les détenus et tout le monde, la SPIP, tout ça, savait que je n'avais rien à faire en prison parce que j'étais un mec, comme tu disais un peu toi, jamais dans la violence, jamais dans le truc, un provocateur, si tu veux, alerteur, tu vois, quelqu'un qui, dans la place publique, voilà, emmerde, mais pas du tout dans le sens mauvais, tu sais, etc. Donc, moi, j'ai vécu un peu la prison comme toi, c'est-à-dire que j'y suis rentré et j'ai été d'entrée, j'ai eu de la sympathie, beaucoup de gens qui ont eu de la sympathie pour moi parce que, un peu comme toi, c'est-à-dire, ils sont là parce qu'ils défendent quelque chose de global. Voilà. C'est un peu l'idée. Voilà, c'est pas des crapules, ils ont rien à faire là. Et du coup, le sort qu'on réserve en général dans une prison, il s'appliquait pas à nous. C'est-à-dire qu'on n'était pas emmerdé. Enfin, moi, j'étais pas emmerdé. J'étais plutôt aidé, soutenu. On m'amenait à manger. Je demandais rien, on m'amenait à manger. On était très correct et poli avec moi. Alors que dans la prison, c'est quand même une jungle qu'il y avait dedans, tu vois. Donc, j'échappais un petit peu aux conditions des prisonniers normaux. J'allais pas ramasser, par exemple, le shit qui était envoyé au-delà du mur. On me faisait ni ramasser ni rien du tout. J'étais plutôt au contraire, l'emmerdez pas, il fait la prière, laissez-le tranquille. Tu vois, c'était plutôt ça. Et à travers ton témoignage, je reconnais un petit peu cette idée que les prisonniers sont des crapules. Il y en a certains, c'est ce que tu veux. Mais il y a quand même quelque chose, lorsqu'ils tombent sur des gens comme nous, qui fait dire non, eux, c'est des gens bien, alors que eux sont des crapules à la base entre eux, quoi, tu vois. Oui.
Ouais, c'est très Et ça, particulier. C'est marrant que tu aies vécu ça aussi parce que c'est effectivement très particulier. J'en parlais tout à l'heure, cet état d'esprit qu'on a quand on est en prison, mais qu'on sait qu'on est en prison pour quelque chose de juste, et qu'en plus les autres le savent, ça fait toute la différence. Hein. ouais. Ouais. Ouais, j'ai ressenti un peu ça. Alors, on va dire que tu as fait les 5, t'as fait tout ça. Évidemment, c'est déjà assez impressionnant parce que, je veux dire, nous, tu vois, on fait des choses, lanceurs d'alerte et tout, mais moi, je vois que tu es allé loin, c'est-à-dire que tu allé. Enfin, je veux dire, nous, on dénonce la pédocriminalité, mais il ne me serait même pas arrivé en tête d'aller faire témoigner des causes, machin et tout, parce que, moi, d'abord, je ne savais pas comment on fait, mais surtout, je vois que si je vais là-dedans, je vois d'entrée, si tu veux, ce qui va arriver. Alors, ma question, elle est toute simple. Est-ce que tu pensais, toi, à l'époque, très rapidement, qu'ils allaient soit te tuer, soit t'enfermer pour 15 ans? Est-ce que tu as eu à un moment donné ça au début? Si je Tout le temps, continue, ils vont me donner 15 ans, ils vont me tuer. tout le temps. Je suis même surpris d'être encore en vie, Ouais, d'ailleurs, d'accord. parce que j'ai croisé tellement de cas. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas fait un pli alors qu'ils étaient encore autre chose dans la posture sociétale. Je veux dire, moi, depuis, je suis qu'un pauvre bougre en cavale, ils me font passer pour un raté, je veux dire, je ne suis plus personne, de leur point de vue. Ils n'hésitent pas à faire assassiner des gendarmes, des policiers, c'est fréquent, hein, des témoins gênants. Donc j'ai été quand même assez surpris de passer au travers de ça. Mais je te mentirais en disant que j'ai pas eu cette appréhension depuis le début. Oui, bien sûr. Mais bon, tu sais, on peut difficilement lutter contre sa nature. Moi, ma nature, c'est voilà, de ruer dans les brancards contre les injustices. Après, arrivera ce qu'arrivera. Maintenant, au Et fil t'es du pas temps, fatigué? Parce que moi, tu vois, par exemple, c'est un truc qui m'arrive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis pas tellement fatigué de dénoncer les choses, mais j'en ai tellement marre des gens, des réactions des gens, de l'inaction des gens, de l'indifférence des gens, de ce que tu veux, qu'à un moment donné, je j'ai presque envie comprends. de dire, mais putain, mais vous méritez même pas, en fait, qu'on se casse la tête comme ça pour Oui, vous. je comprends ce que tu veux dire et je te mentirais là encore si je te disais que par le passé, j'avais pas eu ce type de réaction. Maintenant, j'ai pris beaucoup de recul, notamment sur la configuration dans laquelle nous sommes piégés, plan terrestre, etc. Donc, je considère qu'on est un peu d'un côté pris dans un piège avec l'enjeu que nous puissions corrompre notre âme. Et d'un autre côté, c'est une chance que nous avons de pouvoir justement faire ce qui est juste et, euh, et mettre à l'épreuve cette force du bien que nous portons en nous. Bon. Donc, j'ai pas, si tu veux, au stade où j'en suis aujourd'hui, j'ai pas d'appréhension, je n'ai pas de peur. J'ai bien compris que le comment dire, l'axe principal de cette imposture civilisationnelle dans laquelle on est coincé, c'est un jeu de la peur. C'est d'obtenir de nous que nous ayons peur et que nous en ayons peur de tout, de nous-mêmes, des autres, de vivre au point que nous ne vivions plus et que nous préférions même être morts. Hein, c'était le grand paradoxe. Donc, c'est une chose que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il faut carrément évacuer toutes les peurs qu'on peut avoir. Donc, j'ai plus Mais peur de est-ce la que tu es prison. arrivé à cette période, toi, où tu te dis, bon, là, par exemple, tu viens de sortir. Moi, j'ai envie de te dire, Stan, calme-toi. Pourquoi? Parce que toi, tu es croyant Calme. en. Non, j'allais dire, tu es croyant en Dieu, un peu comme moi. Et lorsque je regarde, par exemple, l'histoire, je me réfère à l'histoire un petit peu qui est la mienne au niveau islamique, je me dis, à un moment donné, même à un moment donné, par exemple, le fait d'aller vers autre chose, au moins tu es dans le viseur, ça a aussi une dimension aussi très importante spirituelle, c'est-à-dire te ressourcer, aller, par exemple, avec Jeannette aussi, aller vivre ce que vous n'avez jamais pu vivre finalement au fond, parce que depuis que vous connaissez, vous êtes toujours vous êtes toujours cette cible vivante. Est-ce que vous n'avez pas envie un peu d'avoir un chien, un chat, d'avoir un champ? euh, Tu as envie de répondre, ma chérie? Oui, Allez. on va faire ce que peu de gens savent peut-être aussi, c'est qu'on a créé une activité sportive en eau de mer en 2006.
Et c'est ça qu'on a envie de faire maintenant. Ah ben c'est très bien. Oui, et on n'a jamais pu vraiment le faire avec toutes ces années de cavale. On n'a jamais vraiment pu faire. Enfin, on a déjà fait en Corse en 2006 et en 2007, mais une fois en cavale, c'est difficile. Oui. Donc là, on a envie de pouvoir en profiter et faire profiter les autres de ça, Parce de que cette ça peut être activité. pas mal, ça peut être pas mal aussi. Par exemple, moi, regardez, moi j'étais très militant, moi j'étais activiste, j'allais dire activiste puissance 10, quoi. C'est-à-dire ma vie, c'était l'engagement. Donc j'ai passé quand même plus de 27 ans là-dedans. Et je suis arrivé à un moment donné où je me dis, peut-être que Stan aussi et Jeannette peuvent aussi avoir une chaîne, comme on fait nous, et ils peuvent animer tout un tas, toute une série d'émissions sur ces sujets-là qui les tiennent à cœur, sur le décryptage de l'actualité, parce que évidemment, à force, on devient un peu pro là-dedans. Hein, quand on vit tout ça, on apprend, on affine le raisonnement, on affine tout un tas de choses. Et je pense que vous pouvez aussi énormément être utile si des milliers de gens qui ne connaissent rien à ce que vous parlez, de ce que vous dites, qui ne comprennent même pas un début de quoi que ce soit, s'ils pouvaient aussi avoir des gens comme vous qui ont vécu tout ça, qui ont cette analyse, cette expertise de tout ça, pour les amener justement à jouer aussi leur rôle. Parce que le problème, c'est que ben, on se retrouve isolé en fin de compte au bout d'un moment. Parce que c'est facile pour le système. On isole les leaders, on isole les locomotives. Et puis, regardez, vous avez été exclu après le truc du chocolat. Ben, la CNT, c'est carrément, mais ils se sont carrément divisés, séparés, etc. Mais vos autres associations ou les autres associations qu'on avait pareil, c'est-à-dire que dès qu'ils nous mettent hors jeu, ben, quelque part, tout s'arrête. Et je me dis peut-être que ben, il y a aussi cette histoire à travailler de la transmission, faire en sorte que les futures générations qui arrivent, ce soient aussi des combattants et des gens, enfin combattants au sens des gens voilà, qui osent, parce qu'on ne peut pas nous non plus faire tout le temps, c'est impossible. Quoi. Vous n'en êtes pas encore arrivé à cet état Ouais. d'esprit? Non, pas du Non, tout. non, non. Pas du tout. Et il y en a plein de gens qui font ça déjà. Moi, j'ai essayé. J'ai Ils font le essayé. décryptage de l'actualité. Enfin, il y en a à l'appel et on va dire, on a d'autres projets pour le moment, type Toafi, comme je disais, Tonic Water Fitness. Oui, bon, bien évidemment, oui, je voulais quand même répondre un peu à ce que tu avais dit tout à l'heure. Par le passé, oui, j'ai eu des moments de ras-le-bol, des moments de, j'avais envie de tout envoyer balader. Mais ce qui se passe, c'est que quand on comprend qu'on se bat pour une cause, on se bat pas nécessairement pour tous les cons qui vous crachent à la gueule, qu'on se bat pour les enfants, qu'on se bat pour tout ce qu'on aime, en fin de compte, sur cette planète, pour la nature, pour la force de vie, etc. C'est un but existentiel. Ça fait partie de toi, c'est ta vie, ta vie ne peut pas être conçue autrement. Voilà. Donc, peut-être que lorsque j'étais encore avec un niveau de conscience assez au ras des pâquerettes, j'avais des mouvements d'humeur où j'avais envie de tout envoyer balader en disant voilà, qu'ils allaient tous se faire foutre. Aujourd'hui, pas du tout, parce que déjà, je comprends qu'en fin de compte, j'ai l'impression que la planète Terre, c'est un asile de fous, quoi, ou d'enfants attardés. Donc, et que moi-même, j'aurais intérêt à m'y reprendre à deux fois, à faire des introspections. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on est tous, quelque part, perclus de problèmes. Bref, il ne faut pas juger les autres, il ne faut pas se dire que c'est tous des cons, ils n'ont rien compris, c'est bien fait ce qui leur arrive, etc. Surtout pas quand il s'agit d'enfants. Et surtout pas quand il s'agit des animaux, de la nature, des arbres, de la mer, de tout ça. Donc, une fois de plus, c'est un combat qu'on porte en nous. Enfin, moi, je le vis comme ça. La seule chose que je regrette, c'est que ce soit pas le cas de l'humanité. Voilà. Si c'était le cas d'une bonne frange de l'humanité, on n'en serait pas là. Le problème de l'humanité, c'est que elle se perd dans la lâcheté, l'égoïsme. Et donc, les gens ne comprennent pas trop notre état d'esprit. Voilà. Maintenant, pour te dire, est-ce qu'on n'est pas un peu fatigué? En ce qui me concerne, c'est vrai, je commence à vieillir, j'accuse un peu le coup.
Les incarcérations, c'est pas facile, ça use un peu aussi. Donc, c'est vrai que si je pouvais ne pas retourner en prison, ça serait mieux. Ce serait mieux pour ma chérie aussi, surtout. Maintenant, si ça doit se faire, ça se fera. Je veux dire, comme je le disais tout à l'heure, tu fais ce qui est juste, tu vas en prison. Tu as de grandes chances d'y aller. Bon, ben c'est comme ça. Est-ce que je dois arrêter de faire ce qui est juste? Non. Est-ce que je dois, par contre, m'arranger pour le faire de façon pertinente? Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai plus d'expérience, j'ai plus de recul, je sais un peu plus comment manœuvrer, mais je suis complètement serein avec l'idée que je puisse retourner en prison. De toute façon, je suis en ce moment avec une corde autour du cou, une laisse à bride très serrée. Ma situation judiciaire, elle est double. J'ai le statut donc du sursis probatoire, avec 1 an de sursis probatoire. Tu sais ce que c'est qu'un sursis probatoire? J'éternue en public, on me refout au trou. Bon. Ou je vais aider une vieille dame à traverser la rue, on va me mettre en prison. Parce que c'est surtout quand on fait quelque chose de bien qu'on vous met en prison. Hein, on a compris. La deuxième casquette, elle est que je suis sous contrôle judiciaire pour une infraction fantôme pour laquelle on veut quand même me mettre 10 ans de prison. Donc, je ne peux pas dire que la prison est exclue de mon horizon. Il est possible, voire probable, que j'y retourne. Bon, on verra bien. En attendant, l'idéal que je porte, que nous portons, ma chérie et moi, il est toujours intact, il est encore plus fort, je dirais. On va trouver par contre le moyen de composer, c'est-à-dire de se rendre la vie un peu moins pénible et de faire des choses qu'on aime faire et d'apporter aussi des choses positives aux autres. C'est pour ça c'est pas une blague quand on dit qu'on va faire du tonic water fitness, hein, cette discipline d'eau de mer qu'on a inventée en Corse ensemble en 2005. Et ça ne veut pas dire on raccroche les gants. Tu me parlais tout à l'heure d'un film sur notre histoire, etc. Je te disais, on fait ce qu'on a avec les moyens qu'on a. Moi, j'ai écrit des livres. Je suis sur donc là une ligne de publication. J'ai un contrat avec un éditeur. Et très prochainement, il va y avoir de prochains bouquins sulfureux qui vont être édités. Bon. Et oui, il faut dire qu'il a eu beaucoup de temps à écrire maintenant en prison. Hein. Il a écrit beaucoup. Voilà. Mais quand on a un idéal, il n'y a pas de notion de retraite ou de. Alors, c'est comme si tu me demandais si je dois arrêter de vivre. Est-ce que tu peux me dire quelle a été ta réaction quand tu as appris qu'ils ont revoté pour Emmanuel Macron? J'ai rigolé. Mais rigoler, tu t'es dit quoi, ils sont cons? Ah non, ben non. Non, d'une part, je ne pense pas qu'il ait été réélu, même que je ne pense pas qu'il ait été élu au début. Ça, je suis un indécrottable complotiste. Bon. Donc, pour moi, tout ça est truqué. De toute façon, tout le cirque politique est truqué. C'est pour ça que depuis le début, j'incite à ne pas y participer. C'est tout cet échiquier truqué qu'il faudrait renverser en réalité. Hein, ce serait le seul moyen de s'en sortir. Donc, maintenant que Macron a été réélu, ça aurait pu être Marine Le Pen qui passe, ça m'indiffère totalement parce que de toute façon, on est pris au piège de ce cirque politique avec des agents du système qui représentent de fausses couleurs et qui, en fin de compte, la seule chose qu'ils représentent, c'est le pouvoir luciférien. Il faut bien le comprendre. Que ce soit Macron, Zemmour, Marine Le Pen, Mélenchon, etc. Tous ces gens-là, pour moi, ils peuvent m'attaquer en diffamation s'ils veulent. Tous ces gens-là, pour moi, sont des agents du système et ils représentent la cause luciférienne. Et quand je parle de cause luciférienne, je ne parle pas au hasard, ce n'est pas une parole en l'air. La cause luciférienne, c'est de créer un nouvel ordre mondial en finissant de mettre à mort Mère Nature pour qu'on soit complètement sous dépendance totale de cet univers artificiel. Hein, c'est l'origine de la révolution industrielle, c'est l'origine même du concept de civilisation. Donc tous ces gens-là, ils ne savent peut-être pas très bien de façon consciente ce qu'ils servent. Ils n'ont peut-être pas conscience de la gravité de leur trahison envers nous, mais cette trahison est profonde. Elle est si profonde qu'elle touche la vie elle-même. Voilà. Donc maintenant, Macron réélu, oui, et sincèrement, j'ai rigolé, c'est une bonne farce. Il est évident que si l'être humain ne se lève pas, ne se rebelle pas, s'il n'y a pas une rébellion humaine, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça, c'est pas une personne qui peut le faire, c'est pas une poignée de personnes. Il faut qu'il y ait vraiment un vrai éveil de conscience. Et tu sais, pour moi, un éveil de conscience, c'est pas ce à quoi on assiste. Hein.
il faut que les gens, une fois qu'ils aient pris conscience de cette réalité, ben, ils restaurent en eux le courage. Parce que le problème, il est là. On en revient au même. Les gens ont peur, ils se soumettent, ils consentent, ils ne se rendent pas compte qu'ils vendent leur âme, ils ne se rendent pas compte surtout qu'ils participent de ce fait à la construction de ce monde infernal qui est en train de nous engloutir. Alors, je vais te donner quelques mots et tu vas me dire un peu qu'est-ce qui te vient en tête. Si je te dis par exemple Khazar, Pardon? je vais te donner quelques mots et tu me dis ce qui te vient en tête. Alors, Khazar. Tu veux dire Khazar, le peuple Khazar qui s'est converti au judaïsme? Oui. Bah, derrière, en fait, Khazar, moi, je mets derrière tous leurs trucs du Nouvel Ordre Mondial, les Rothschild et compagnie. Quand tu entends Khazar, ça te vient quoi en tête? Ben, je pense protocole des sages de Sion, je pense, si tu veux, peut-être aux problèmes que la Russie a à l'heure actuelle. Hein. Ce sont les mêmes. Oui, c'est pas faux. Ouais. Si je te dis Covid. Mise en scène, jeu de la peur. Si je te dis vaccin. Arme de destruction massive. Si je te dis Véran. Pardon? Véran, le ministre, l'ancien ministre de la Santé. Ah, le véreux ou le varan de Komodo. Il a une tête de lézard. Si je te dis Ukraine. Troisième guerre mondiale. Si je te dis, par exemple, du coup, Poutine. Oh. Faire attention à ce qu'on dit là. Hein. Ouais. Poutine. Mitigé. Non. C'est vrai que c'est plutôt pour lui que j'aurais dû dire Troisième Guerre mondiale. J'aurais position très délicate. Parce que, oui, effectivement, j'ai l'impression qu'il est un peu pris au piège lui aussi. Je suis pas certain qu'il puisse. Je suis pas certain qu'il puisse suffisamment manœuvrer pour ne pas être l'agent du déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale. Alors, si je te dis, évidemment, Trump. Trump. Bon, je crois, on peut faire ça encore longtemps, mais je crois, on peut encore faire ça toute la nuit parce qu'il y a encore tellement de thèmes là. Je alors crois non, que en fait, ça va aller pour aujourd'hui. Ah ouais, non, en fait, on va. Déjà. Je voulais conclure en fait juste avec ça parce que chacune des notions que je t'ai données là, ce sont été des interviews, des émissions longues. C'est pour ça qu'en quelques secondes, là, j'ai essayé de faire comprendre un petit peu ton autre dimension aussi, celle de la compréhension de ce monde qui est le nôtre. Ce n'est pas que la pédocriminalité ou les enfants, c'est aussi tout le reste, la guerre en Ukraine, etc. Donc c'est pour ça que je te mettais ces petites notions. Effectivement, on continuera dans une prochaine émission, évidemment tranquille. On va te laisser, évidemment, on va vous laisser vous ressourcer et pouvoir profiter l'un de l'autre. Moi, je voudrais vraiment vous remercier particulièrement toi, Jeannette, pour avoir fait le service pendant qu'il était en prison, pour avoir fait tout ce travail de pédagogie pour nous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants et ne pas tomber notamment dans la propagande, hein, puisque dès le départ, nous avons soutenu Stan jusqu'au bout parce que nous avions compris évidemment que les médias et que tout ce qui était écrit, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, on me reproche de te recevoir et une des critiques qu'on me fait, c'est que je reçois des terroristes ou des comme toi. Donc du coup, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je vais vous laisser le dernier mot. Tu as un petit mot de la fin? Ah ben, le mot de la fin, je vais le laisser à ma chérie, forcément. Maintenant, du coup, je sais même plus quoi dire. En fait, initialement, on voulait juste, parce qu'on n'a même pas fait encore une annonce que Stan est sorti de prison. Hein? Finalement, on voulait juste faire une petite annonce et finalement, elle racontait toute sa vie. Voilà, c'est comme d'habitude. Hein? Oui. Bon, mais maintenant, je crois que tout le monde va savoir que tu es bel et bien sorti de prison. Et finalement, c'est pas plus mal que finalement, tout le monde comprend parce que tu as eu l'occasion de raconter en fait en cours toute ta vie, hein, en concentré de tout ce qui s'est passé.
Et finalement, il y aura encore des heures à parler. Il y a tellement de détails et tellement d'histoires là-dedans. À chaque épisode, en fait, peut faire un film en soi. C'est clair. Et ouais, on pourra en reparler. En tout cas, merci Jeannette, évidemment. Stan, je te souhaite le meilleur du monde. Est-ce que tu peux me dire, Stan, le goût que ça a eu, le premier steak que tu as mangé dehors? Ou la première viande? Je ne sais pas si tu manges de la viande. Peut-être que tu n'en manges pas. Je suis végan. C'était même un gros problème en prison. La première bouffe que tu as mangée, là, c'était quoi quand tu es sorti de prison? Bon, il me semble que c'est 1 ou 2 kilos de bananes. Banane! Mais c'est en prison qu'on mange des bananes. Ouais. Eh oui. Il y a des choses qui ne changent pas. Très simples. C'est ma première source de glucides. Ouais. En tout cas, merci à vous deux. Et oui, et puis voilà le petit mot que je voulais, c'est effectivement un des objets principaux de cette rencontre que je voulais faire avec toi, c'était de te remercier pour ton soutien, d'avoir reçu Jeannette, de m'avoir soutenu personnellement, Abdel, et grâce à cette invitation que tu nous fais ce soir, de remercier aussi toutes les personnes qui nous ont soutenus à leur façon, surtout pour les personnes qui nous soutiennent depuis longtemps. Et voilà, et puis de transmettre une énergie de courage et de bienveillance. Voilà. C'était avec plaisir, évidemment. Que Dieu vous protège et que Dieu vous rende justice et que Dieu vous permette de vivre heureux et évidemment de continuer le plus longtemps possible à mener cette lutte et qu'on va mener évidemment ensemble. Et en tout cas, sache qu'ici, tu es le bienvenu. Dès que tu as quoi que ce soit, un livre, une anecdote, une histoire, ou dès que tu as envie de parler, toi et Jeannette, vous êtes chez vous ici, quand vous voulez. On sera là pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci Abdel. Super. Bonne continuation à toi. Bon courage. À vous aussi. Envoyez des photos de la plage, que des bons trucs. Rien sur le reste. Allez, ciao. Bisous à vous. Ciao, ciao. Courage. Ciao. Aïe. Ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Franchement, c'est des vrais héros. On dirait un Marvel. J'étais avec un Marvel. Superman. Bon, en tout cas, voilà. Merci à tous qui étaient dans le chat. On était à peu près 800. Merci à vous pour vos commentaires. Bravo pour la qualité de vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Enfin bref, j'étais sous la voiture en train de faire la vidange parce que demain, ce week-end, on a 400 km à faire avec les jeunes. Je vous laisse tomber. Je suis tout plein d'huile. Bref. J'ai fait vite et en retard comme d'habitude, mais merci évidemment pour votre attente, votre attention. On se donne rendez-vous comme d'habitude. Demain, Mourad est à la table après 15 heures avec les petits. Je ne sais pas dans quel état je serai, mais je compte sur vous. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Je vous aime. Ciao. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك يا منان يا ديان
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك يا شريك لك رحيم يا محفظ يا نعمة يا حليم يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك